Quiconque sait ce que je fais pour gagner ma vie et a vu les films dans lesquels j'ai joué, sait que je me présente et je fonce. Je retrousse les manches et je fais ce dont je suis capable, ce qui est pas mal. Tout le monde connaît Jason Statham comme le dur à cuire qui fait ses propres cascades. Mais derrière les caméras, une histoire différente se déroule. En 2025, des rapports médicaux ont révélé le vrai coût de sa carrière dangereuse. Côte cassée, commotion cérébrale, une fracture du poignet qui ne s'est jamais bien guérie. Sa femme Rossi a récemment exigé qu'il arrête certaines cascades. Pourquoi ? Parce que les médecins leur ont dit quelque chose qui les a terrifiés tous les deux. L'homme qui a survécu à la noyade, aux piqûres d'abeilles et à d'innombrables combats fait maintenant face à son plus grand ennemi. Et cette fois, il ne peut pas s'en sortir en se battant. Il est né le 26 juillet 1967 à Shirebrook, Derbyshire, une ville qui n'offrait pas de rêve, seulement des emplois qui brisaient les dos et les espoirs. L'extraction du charbon avait façonné la terre et les poumons des hommes qui y travaillaient. Jason Statham est entré dans un monde construit sur la survie, pas sur le confort. Son père, Barry Statham, était né en 1939 et avait vécu les hivers les plus durs de Grande-Bretagne et les salaires les plus maigres. Au moment où Jason était né, Barry jonglait avec tout ce qui rapportait de l'argent. Peinture en bâtiment, extraction de charbon, vente dans la rue, même chanteur de salon aux îles Canaries quand le travail local se tarissait. Il n'avait pas le luxe de choisir. Si ça payait, il le faisait. La mère de Jason, Eileen Yates, était une danseuse professionnelle qui apportait du rythme et de l'étincelle à leur routine de classe ouvrière par ailleurs meurtrie. Son monde était celui des pubs et des salons faiblement éclairés, chantant sous des projecteurs bon marché pendant que son mari se battait pour de l'argent dans les rues. Jason observait les deux mondes depuis les coulisses. Il a vu la lutte, mais aussi les lumières de la scène. La saleté, mais aussi le panache. Leur maison n'était pas brisée, elle refusait simplement de s'arrêter de bouger. Son frère Lee jouait de la guitare, Barry chantait et Jason marquait le rythme à la batterie. C'était comme leur propre petit spectacle né de la nécessité, pas de la célébrité. À 10 ans, ils ont quitté Sherbrooke et ont déménagé à Great Yarmouth, une ville côtière remplie de bruit, d'étals et de touristes. Barry a rouvert boutique, cette fois sur les marchés ouverts, vendant des produits bon marché aux passants. Le travail était rapide, risqué et implacable. Jason a tout appris en le regardant. Comment lire les gens ? Quand pousser, quand reculer. Il aurait pu se joindre à temps plein, mais il ne l'a pas fait. Il a choisi autre chose, les arts martiaux. À 11 ans, Jason s'est lancé dans l'entraînement, karaté, kickboxing, arts martiaux chinois. Il s'entraînait quotidiennement, transformant toute la pression en lui en contrôle. Plus tard sont venus le Muay Thai, le judo, le jiu-jitsu brésilien, le Krav Maga. Il a obtenu sa ceinture noire en karaté et a maîtrisé des prises comme le Sio à nage et le Kesa Gatame. La discipline l'a empêché de tomber dans les ennuis. Elle lui a donné une acuité que les autres n'avaient pas. Il n'était pas seulement fort, il était précis. Et la précision lui donnait du pouvoir. À l'école, il a croisé Vinnie Jones. Ils n'étaient pas célèbres alors, juste des garçons avec du cran et des crampons. Jason a joué attaquant de 1978 à 1983. Le terrain de football lui a donné une autre forme de discipline. Travail d'équipe, timing, stratégie. Ce n'était pas juste du sport. C'était une autre façon de survivre, de trouver le contrôle dans un monde qui ne donnait pas de garantie. Cette attitude l'a suivi dans tout ce qu'il a fait. Quand il a eu 12 ans, Jason a ajouté autre chose, le plongeon. Pas juste pour le plaisir, mais professionnellement. Il s'est entraîné avec l'équipe nationale de natation de Grande-Bretagne pendant 12 ans, maîtrisant les plongeons de 1, 3 et 10 mètres. En 1990, à 23 ans, il a participé aux Jeux du Commonwealth en Nouvelle-Zélande. Il s'est classé 8e au 1 mètre, 11e au 3 mètres et 12e à la plateforme de 10 mètres. Lors d'un plongeon, il a obtenu seulement 13,86. Un juge anglais lui a donné 0,5. Ça piquait, il n'a pas participé aux Jeux Olympiques et il savait pourquoi. Il avait commencé trop tard. Mais même cet échec l'a affûté. Pendant l'entraînement, il travaillait toujours à temps partiel en vendant du faux parfum et des bijoux avec son père. Ce n'était pas un passe-temps amusant du week-end. C'était une survie difficile et implacable. Debout sur les trottoirs, par tous les temps, espérant que quelqu'un achète ce que vous vendiez. Quand le mannequinat est devenu frappé, ça semblait être une issue. Entre 1996 et 1997, il a décroché des campagnes avec Tommy Hilfiger, Griffin et Levi's. Ça ressemblait au succès, mais ça payait peu et n'allait nulle part rapidement. Puis tout a changé. Guy Ritchie cherchait un casting pour Arnaque, Crims et Botanique et avait besoin de quelqu'un qui pouvait jouer un vrai arnaqueur. Quelqu'un qui n'avait pas besoin de prétendre, quelqu'un qui avait réellement vendu des choses dans la rue. Jason n'était pas seulement parfait, il était le rôle. Il a été payé 5 000 $ pour jouer Bacon. Le film a explosé. 2 ans plus tard, il a gagné 15 000 $ pour Snatch.
Sa carrière a décollé non pas parce qu'il a appris à jouer, mais parce qu'il l'avait déjà vécu. En 1998, quand Arnaque, Crime et Botanique est sorti en salle, il a rapporté 3,9 millions au Royaume-Uni et a rendu le regard sombre de Statham instantanément reconnaissable. 2 ans plus bien tard, Ritchie l'a rappelé pour Snatch. Cette fois, il n'était pas un personnage secondaire. Il jouait Turkish, le promoteur de boxe se frayant un chemin à travers les guerres de gangs et un vol de diamants. Le budget est passé à 10 millions de dollars. Statham a eu plus de répliques, plus de cascades, plus de bleus. Il s'est cassé 2 côtes pendant une scène de combat dans une vieille salle de boxe londonienne. Pas de cascadeur, pas de plainte. Le film a rapporté 83,6 millions de dollars dans le monde entier. Ce visage, celui qui fixait autrefois depuis les stands de parfums discount, était maintenant sur des affiches de cinéma dans le monde entier. En 2002, Jason Statham est arrivé sur le plateau du Transporteur, déterminé à prouver que les héros d'action n'avaient pas besoin de câbles, de CGI ou de doublure. Une scène dans un dépôt de bus crasseux a tout changé. Pendant 15 prises, brutal, il a repoussé des attaquants tout en étant trempé d'huile. Ce n'était pas pour le spectacle. Il a fait chaque mouvement lui-même, chaque coup de pied, chaque chute. Ses côtes étaient aussi meurtries à la fin que même respirer faisait mal. Il n'y avait pas de tricherie de caméra. Le réalisateur Corey Yuen l'avait entraîné aux arts martiaux pendant 2 mois complets avant même que les caméras ne tournent. Et cette préparation a conduit à l'une des scènes les plus commentées du film. Le combat dans l'huile n'avait pas seulement l'air réel, il l'était. Ce niveau de risque n'était pas ponctuel. Les séquences de poursuite en voiture étaient encore plus intenses. Avec un budget de 20 millions de dollars et une vision de réalisme, Statham a signé un contrat qui interdisait les doublures pour la conduite. Donc, quand vous le voyez reculer à travers les rues étroites et encombrées de Marseille à près de 110 km/h, c'est vraiment lui au volant. Pas d'écran vert, pas de piste contrôlée. L'équipe devait filmer entre les heures de pointe locale juste pour éviter les catastrophes. Un mauvais virage et ça se serait terminé en métal tordu et sirène. Mais ça ne s'est pas produit. Le film a rapporté 43,5 millions de dollars dans le monde entier et sa légende est née. 3 ans plus tard, Le Transporteur 2 a relevé la barre encore plus haut. Statham a escaladé un immeuble de 10 étages à Miami avec seulement des ventouses. Pas de câble, pas de secours. À mi-chemin, la prise a glissé. Il est tombé de 6 mètres. L'entorse à la cheville était si grave qu'il a été hospitalisé pendant 1 semaine. Ils ont terminé la scène avec une doublure, mais les dégâts étaient déjà faits. Il boitait dans des scènes qui exigeaient vitesse et force, refusant d'abandonner. Le réalisateur Louis Leterrier a admis plus tard que la cascade n'aurait jamais dû être tentée sans filet de sécurité. Mais c'était le choix de Statham et ça a failli mettre fin à sa carrière. En 2008, Le Transporteur 3 l'a amené en Ukraine pour l'une des cascades les plus dangereuses à ce jour. Menotté à un camion avec une épaule disloquée, il a sprinté sur des routes poussiéreuses, s'est écrasé contre de vrais obstacles et a traversé des scènes sans trucage numérique. Chaque coup atterrissait plus fort que le précédent. Les critiques ont dénoncé la violence comme excessive, mais les fans ont adoré le réalisme et les chiffres l'ont prouvé. 108,5 millions de dollars dans le monde entier. La douleur faisait partie du processus. Son épaule ne s'est pas complètement guérie pendant des mois, mais il n'a jamais demandé de remplaçant. Il a juste continué. Cette même année, il a joué dans Braquage à l'anglaise, un film de casse basé sur le vol de la Lloyds Bank de 1971. Pendant la production, l'équipe a découvert que les dossiers du MI5 liés au vrai vol n'avaient été déclassifiés que récemment. Les documents exposaient une dissimulation gouvernementale impliquant des photos volées d'un membre de la famille royale. Les enjeux ont changé. Le MI5 a surveillé le plateau, les producteurs ont embauché de la sécurité. Et soudain, l'histoire était plus réelle que la fiction. Ça a secoué les gens. Mais ça a aussi fait les gros titres. Statham ne jouait pas juste un voleur. Il racontait une histoire que le gouvernement avait essayé d'enterrer. Cette même intrépidité s'est manifestée dans la course à la mort. Statham a couru dans des voitures de blindés à grande vitesse, faisant ses propres dérapages sans gants. Ses mains brûlaient contre le métal chaud. Une scène impliquait qu'un garde se fasse décapiter par un accessoire pendant que Statham le percutait à pleine force. La MPAA a failli le bloquer. Les censeurs ont exigé des coupes, mais les producteurs ont résisté et le film est sorti avec sa scène la plus brutale intacte. Il a rapporté 75,8 millions de dollars. Et les critiques ont dit que c'était presque trop réel. L'équipe de Statham l'a averti encore et encore d'utiliser un équipement de sécurité. Il ne l'a pas fait. Il le voulait brut, même si ça faisait mal. Et puis est venu War. Jet Li et Jason Statham se sont affrontés dans une séquence d'épée minutieusement répétée. Un faux pas et l'épée a tranché le bras de Statham largement, le sang coulait. 12 points de suture, il aurait dû s'arrêter.
Au lieu de cela, il a continué à filmer pendant 12 heures de plus. Sa chemise collait à la blessure. Le réalisateur a proposé d'arrêter la production. Il a dit non. Cette cicatrice ne s'est jamais estompée. Et l'histoire non plus. C'était un rappel qu'il ne jouait pas. Il endurait. Même en dehors de la série Transporteur, le danger le suivait. Dans Braquage à l'italienne, il a conduit une Mini Cooper à travers les tunnels du métro de LA. Ils ont utilisé 32 voitures pour le tourner avec plus de 200 prises. Puis l'une est passée sous l'eau, un équipement a mal fonctionné et a piégé Statham dans un tunnel inondé. L'équipe l'a sorti quelques secondes avant la noyade. Il a admis plus tard que c'était le plus près qu'il était venu de la mort sur un plateau. « Je n'aurais pas dû le faire », a-t-il dit, mais il l'a fait. Et dans Crank, les choses sont devenues encore plus folles. Il jouait un tueur à gages qui devait maintenir son adrénaline haute ou mourir. Alors il a couru à travers de vraies autoroutes de Los Angeles sans barrière, se faufilant dans le trafic réel sur la 110. Les voitures ont fait des embardées. L'une est entrée en collision. Le tournage a été arrêté. Des poursuites ont été déposées. L'équipe a payé des conducteurs en colère, mais la prise a fait la coupe finale. C'était dangereux, imprudent et inoubliable. Le chaos n'était pas juste une partie de l'histoire, c'était l'histoire. Quand Jason Statham a rejoint Expendables en 2010, jouant le mercenaire lanceur de couteaux Lee Christmas, il savait que le film serait un mélange sauvage d'ego, d'explosions et d'action rétro. Mais ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était de presque se noyer juste 3 ans plus tard. En 2013, pendant le tournage d'Expendables 3 en Bulgarie, les freins ont lâché sur le camion qu'il conduisait. Le véhicule a foncé d'une jetée dans la mer Noire. Piégé, coulant et emmêlé dans son propre holster, Statham était à quelques secondes de perdre connaissance avant de se glisser par une fenêtre et de nager libre. Il a appelé ça une expérience désagréable qui a changé sa façon de voir les cascades. Mais il n'a pas pris de pause. Il a changé de vêtements et est retourné sur le plateau. Il a survécu parce qu'il avait été plongeur de compétition aux Jeux du Commonwealth. Ce passé lui a sauvé la vie. Sylvester Stallone a dit plus tard sans détour: Jason était mort s'il ne savait pas nager comme ça. Le moment a déclenché des poursuites et forcé l'équipe à revoir la sécurité à travers la production. En 2013, lors du tournage de Fast and Furious 6, Statham a fait sa première apparition complète en tant que Descartes Shaw. L'une des cascades finales impliquait de conduire une voiture sur une rampe de 80 mètres dans une scène censée imiter un accident d'avion. Le jour du tournage, le vent a retourné la voiture, Statham a subi un coup du lapin et a été hospitalisé pendant 2 semaines. Il a appelé ça, plus tard, l'une des choses les plus dangereuses qu'il ait jamais faites et a dit que les blessures lui rappelaient à quel point vous avez peu de contrôle dans ces moments. Puis est venu The Meg en 2018, un thriller de requin à gros budget avec une morsure préhistorique. Une cascade sous-marine a failli le tuer. Pendant le tournage dans une cage de plongée, l'équipement s'est fissuré sous la pression et l'a piégé à 13 mètres sous la surface. Il est resté coincé pendant 45 secondes avant de se libérer. La panique était réelle, mais il est resté calme et remonté à la surface et a continué. Pas de doublure, pas de retraite. Le film de 150 millions de dollars a fini par rapporter 530 millions de dollars dans le monde entier, en faisant l'un des films de requins les plus rentables jamais réalisés. Statham a dit plus tard que le tournage était terrifiant d'une manière que les scènes de combat ne l'étaient jamais. Les requins ne prennent pas de direction. En 2016, dans Mécanique, Résurrection, il a poussé cet état d'esprit à un autre niveau. L'une des séquences marquantes du film le montre, escalader un gratte-ciel malaisien sans équipement de sécurité. Dans la vraie vie, il l'a vraiment fait. Il n'y avait pas de harnais dans les premières 2 prises. Il a glissé, est tombé de 9 mètres et a atterri durement sur du béton. La commotion cérébrale a arrêté la production et forcé une réécriture des scènes. Il a continué, mais plus tard, il a admis discrètement que beaucoup de blessures comme celle-là aient été minimisées sur le plateau. Il a dit « Les cascadeurs risquent leur vie tous les jours et sont à peine remarqués ». Après la tragédie de The Crow, beaucoup ont supposé que la sécurité était plus stricte. Mais sur les plateaux de Statham, le danger faisait toujours partie de l'accord. En 1997, avant toute la célébrité, il a rencontré le mannequin Kelly Brook lors d'une séance photo. Ils ont commencé à sortir ensemble et sont restés ensemble pendant 7 ans. Il a fait sa demande en 2004. Quelques semaines plus tard, elle a annulé après avoir été photographiée avec Billy Zane sur la Côte d'Azur. Statham était anéanti. Des amis ont dit qu'il se sentait humilié. Brook a dit plus tard qu'ils auraient peut-être duré s'il n'avait pas été sous les projecteurs. Il n'en a jamais parlé publiquement, sauf une fois quand il a dit qu'il se sentait comme un cocu. Ça l'a marqué. Puis est venu le mannequin Sophie Dahl. Ils ont duré 6 mois en 2005. Elle a dit que ses routines d'entraînement et ses horaires de tournage le rendaient émotionnellement distant. En août 2006, ils ont mis fin aux choses. Elle a dit plus tard que la passion était réelle, mais l'avenir ne l'était pas. Il a rencontré Rosie Huntington-Whiteley en 2010. Ils se sont affichés rapidement, mais en 2011,
Après une dispute à la première de Transformers, ils se sont séparés. Ils se sont remis ensemble. Mais la réconciliation a failli s'effondrer lors d'une poursuite à grande vitesse par les paparazzi à Los Angeles. Rosie a dit que c'était le moment où ils ont réalisé que la célébrité pouvait littéralement être mortelle. Ils sont restés ensemble. En 2017, ils ont eu un fils, Jack Oscar. Rosie a accouché à domicile à LA. Statham tournait Meg 2 en 2020 et était parti pendant des mois. Rosie a admis que la distance a failli les briser. Ils ont commencé une thérapie. Ça a l'aidé. Elle a dit qu'ils ont appris à se protéger mutuellement des projecteurs et d'eux-mêmes. En janvier 2024, The Beekeeper est sorti discrètement et a explosé. Avec un budget de 40 millions de dollars, il a rapporté 162 millions de dollars. Statham jouait un assassin à la retraite chassant des escrocs. Il était allergique aux abeilles, mais a fait chaque scène lui-même. Il gardait des épipènes sur lui et a subi de légères réactions sur le plateau. Il n'a jamais utilisé de doublure. Il a dit que l'apiculture était plus effrayante que tout ce qu'il avait fait auparavant. Une suite a été mise en chantier avant la fin de l'année. En 2025, il a joué dans A Working Man, réalisé par David Ayer. Il a dominé les classements MGM+. En coulisses, Statham a encadré 12 jeunes cascadeurs, leur a enseigné les protocoles de sécurité et a insisté sur du personnel médical sur place. Il avait été hospitalisé pendant 3 jours lors d'un projet séparé en 2023 et ne voulait pas que quelqu'un d'autre vive ça. Les studios ont commencé à suivre son exemple. En 2025, ses films avaient rapporté plus de 8,5 milliards de dollars dans le monde. The Meg a rapporté 530 millions de dollars. Hobbs & Shaw a fait 760 millions de dollars. La franchise Expendable a dépassé 1,2 milliard de dollars, mais son plus grand regret n'était pas financier. En 2006, il a refusé d'auditionner pour James Bond. Le studio a dit que 39 ans était trop vieux. En 2024, il a dit à un podcast qu'il aurait dû se battre plus fort. Ce rejet lui a fait réécrire ce qu'un héros d'action pouvait être. En 2020, il a fait don d'1 million de dollars au programme de plongeon britannique. Il a dit que le plongeon l'avait gardé hors des rues et lui avait donné un but en tant qu'adolescent. En 2022, plus de 1200 bourses avaient été financées. En 2025, des canulars de morts ont prétendu qu'il s'était noyé dans une inondation au Texas et était mort dans un accident de voiture. Ils étaient tous faux. Il était en Italie en train de poster des photos de vacances pendant que les gros titres publiaient sa nécrologie. C'est devenu une blague, mais aussi un rappel que les gens regardent toujours, même quand ils ne devraient pas. En 2025, il a terminé le tournage de Levon's Trade, écrit par Sylvester Stallone et basé sur le roman de Chuck Dixon. Il sort le 17 janvier 2025. Statham joue Levon Cade, un ancien des forces spéciales tranquille ramené dans la violence. C'est plus sombre, moins tape à l'œil, plus personnel. C'est censé changer son image à nouveau. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et de vous abonner à La Voix du Temps. D'ici là, on se retrouve dans la prochaine.